Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Varius multiplex multiforma, écrivait Pseudo-Aurelius Victor à propos d'Adrien, c'est-à-dire varié, complexe et changeant. N'est-ce pas là aussi une définition que l'on pourrait donner à l'Empire romain ? Depuis la fondation légendaire de la cité de Rome, nous avons parcouru dans Caput Mundi plusieurs siècles. Nous avons croisé le chemin de rois, de consuls, de généraux et de princes. Nous sommes sortis du Latium vers les terres fertiles de la Campanie, avons traversé les Alpes, les Pyrénées et la Méditerranée. Des ponts ont été construits sur le Rhin et sur le Danube, la Manche a été traversée et le sud de la Bretagne conquis. De la Grèce à l'Égypte jusqu'en Judée, les voies romaines façonnent les paysages et les territoires. L'histoire de Rome n'est plus seulement celle d'une cité. C'est aussi maintenant une part de l'histoire des Gaulois, des Grecs, des Égyptiens, des Carthaginois et de tous ces peuples variés, complexes et changeants, comme les Romains. Trajan lui-même était d'origine espagnole, descendant des émigrés italiens, romains en Bétique, province de l'actuel sud de l'Espagne. En lui accordant le titre inédit d'Optimus, le Sénat de Rome donne à sa gloire une aura vertigineuse. Bienvenue dans l'âge d'or des Antonins. L'idée de cet âge d'or nous vient d'abord de l'analyse de Machiavel, dans son discours sur la première décade de Tite-Live, composé en 1531, livre 1, chapitre 10. La lecture de cette histoire leur apprendra encore comment on peut fonder un bon gouvernement, car les empereurs qui montèrent sur le trône par le droit d'hérédité furent tous méchants, excepté Titus, tandis que ceux qui régnèrent par adoption furent tous excellents, comme on peut le voir par les 5 empereurs qui se succédèrent de Nerva à Marc Aurèle. Dès que l'Empire redevint héréditaire, il se précipita de nouveau vers sa ruine. Qu'un prince ait donc sans cesse devant les yeux les temps qui s'écoulèrent de Nerva à Marc Aurèle, qu'il les compare avec ceux qui précédèrent ou qui suivirent, et qu'il choisisse ensuite ceux dans lesquels il eût désiré naître et régner. Qu'apercevra-t-il sous le règne des bons empereurs ? Un prince en sûreté au milieu de ses paisibles sujets, le monde en paix, gouverné par la justice. Il verra le Sénat jouissant de son autorité, les magistrats de leur dignité et les citoyens opulents de leur richesse, la noblesse, honorée ainsi que la vertu. Partout, le bonheur et la tranquillité. Il verra renaître cet âge d'or où chacun peut exprimer et soutenir, sans crainte, son opinion. Enfin, il verra le monde triomphant, le prince environné de respect et de gloire, et les peuples heureux de l'entourer de leur amour. Sur les pas de Machiavel, nous pouvons lire, chez Montesquieu, rien n'est capable de faire oublier le premier Antonin, que Marc Aurèle qui l'adopta. On sent en soi-même un plaisir secret lorsqu'on parle de cet empereur. On ne peut pas lire sa vie sans une espèce d'attendrissement. Tel est l'effet qu'elle produit. Qu'on a meilleure opinion de soi-même, parce qu'on a meilleure opinion des hommes. La sagesse de Nerva, la gloire de Trajan, la valeur d'Adrien, la vertu des 2 Antonins se firent respecter des soldats. Mais lorsque de nouveaux monstres prirent leur place, l'abus du gouvernement militaire parut dans tout son excès. Et les soldats, qui avaient vendu l'Empire, assassinèrent les empereurs pour en avoir un nouveau prix. Les excès de l'historiographie à propos de la gloire des Antonins pourraient nous faire oublier notre maxime. Varius, multiplex, multiforma. Je vous raconte Adrien, le pacificateur, dans Caput Mundi.
La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse, ou ne l'est qu'au degré où la vérité fait scandale. Je t'offre ici, comme correctif, un récit dépourvu de toute idée préconçue et de principes abstraits, tiré de l'expérience d'un homme, qui est moi-même. J'ignore à quelle conclusion ce récit m'entraînera. Extrait des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Adrien voit le jour le 24 janvier 76, peut-être à Rome, peut-être à Italica, en Bétique, d'où est originaire sa famille, les Aéli. Son nom complet est d'ailleurs Publius Aelius Adrianus. Sa mère est Domitia Paulina, une aristocrate romaine originaire de Cadix, ou Cadès pour les Romains. Elle est elle-même la fille d'Ulpia, la tante de Trajan, qui est donc le cousin de la mère d'Adrien. Bien que cette parenté est a posteriori flatteuse, le 24 janvier 76, rien ne prédestine le petit Adrien à l'Empire. Nous sommes sous le règne de Vespasien, et bien que les Ulpi et les Aéli aient de bons états de service auprès d'eux, il n'est pas pour l'instant question de changer le pouvoir de main. D'ailleurs, le père d'Adrien, Publius Aelius Adrianus Afer, bien que respectable, ne dépasse pas le rang de prêteur et sa carrière est interrompue par sa mort en 86. Adrien est alors âgé de 10 ans. Le jeune garçon est donc confié à 2 tuteurs, Publius Acilius Assianus, un chevalier, et Trajan, qui est alors à Rome au début de son cursus honorum, la carrière des honneurs, le chemin de vie indispensable à tout Romain engagé dans la vie civique de la cité. Cassius Dion, l'une des sources de notre histoire, est très concis dans son histoire romaine, livre 59, à ce sujet. Adrien, du côté de sa famille, eut pour père un homme devenu sénateur pour avoir exercé la préture. Adrien, Afer, c'était son nom. L'histoire Auguste, également, reste assez vague. Il eut pour père Aelius Adrien, surnommé Afer, cousin de l'empereur Trajan, et pour mère Domitia Paulina, originaire de Gadès. Mon père, Aelius Afer Adrianus, était un homme accablé de vertu. Sa vie s'est passée dans des administrations sans gloire. Sa voix n'a jamais compté au Sénat. Il était sans ambition, sans joie, et comme beaucoup d'hommes qui ainsi d'année en année s'effacent davantage, il était venu à mettre une application maniaque dans les petites choses auxquelles il se réduisait. Extrait des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. L'Adrien de Marguerite Yourcenar est sévère envers son père, mais dépeint peut-être le portrait d'un homme qui n'a pas connu son père et qui ne connaît, à partir de ce point, que le déracinement. Pourtant, ses tuteurs prennent soin de lui. Adrien quitte sa Bétique natale pour Rome, où il est formé comme tout jeune notable romain qui se respecte. Il suit les cours de grammaire, correspondant au cursus, peut-être dispensé par Quintus Terentius Scaurus. C'est l'histoire Auguste qui nous le rapporte dans la biographie de Verus. Rome est une cité bilingue et sous Domitien, une forte appétence pour l'hellénisme ressurgit dans les milieux intellectuels romains. Peut-être que cela a encouragé les penchants naturels d'Adrien pour cette langue et cette culture, mais cela fait malgré tout partie du parcours classique. Cependant, le jeune Adrien se démarque de ses concitoyens par une passion remarquée, au point qu'il se fait surnommer de manière un peu sarcastique Graeculus, le petit grec. L'histoire Auguste nous raconte. On lui fit étudier avec soin les lettres grecques, et il y prit tant de goût qu'on l'appelait quelquefois le petit grec. Ce n'est pas assez, une simple allégation dans l'histoire Auguste pour faire une vérité, mais nous savons que le futur prince avait une aisance dans les 2 langues principales du monde romain pour se faire remarquer. Sa formation est complète et l'Épitomée de Caesaribus, un texte résumant les règnes des empereurs romains, s'en souvient. Comme il était très versé dans les lettres grecques, on l'appelait communément le petit grec. Imbu des études et des mœurs athéniennes, expert non pas seulement dans la langue, mais dans tous les arts de l'Attique, il savait chanter et s'accompagner de la cithare. Il était à la fois arithmétien, musicien, géomètre, peintre, sculpteur en airain ou en marbre. Enfin, il avait tellement le génie des sciences que bien rarement peut-être la nature s'essaya à former un type aussi parfait. J'ai aimé cette langue pour sa flexibilité de corps, bien forme, sa richesse de vocabulaire, où s'atteste chaque mot, le contact direct et varié des réalités, et parce que tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec. C'est en latin
que j'ai administré l'Empire. Mon épitaphe sera incisée en latin sur les murs de mon mausolée au bord du Tibre, mais c'est en grec que j'aurai pensé et vécu. Après un bref retour dans la cité d'Italica pour servir la cité, il rentre vite à Rome pour commencer sa carrière et le fameux cursus honorum. Nous sommes au début des années 90, probablement 93-94, quand il entre au collège des Decemvirstilibus Iucandi, un collège chargé de la question des héritages, une charge mineure et hors du cursus honorum, mais formatrice. Il obtient également pendant ces années la préfecture des Féries latines, une charge honorifique d'ordinaire réservée aux membres de la famille impériale. Son entrée dans la vie civile est plutôt bien lancée et bénéficie de l'avancée de la carrière de son tuteur Trajan. Mais avant d'entamer son cursus honorum, il est de coutume d'effectuer un premier service militaire. Il effectue donc un tribunat en Pannonie entre 95 et 98. C'est à ce même moment que l'histoire nous raconte qu'apprenant la mort de Nerva, il se serait mis en tête d'être le premier à en avertir son tuteur Trajan, nouvel empereur. Le fait est relaté par l'histoire Auguste. Lorsque Nerva eut adopté Trajan, Hadrien, qu'on envoya porter au vieil empereur les félicitations de l'armée, fut transféré dans la Haute-Germanie, d'où il partit presque aussitôt pour annoncer le premier à Trajan la mort de Nerva. Servien, son beau-frère, qui avait indisposé Trajan contre lui, en l'instruisant de ses dépenses et de ses dettes, chercha à le retenir longtemps en route et imagina, pour retarder sa marche, de faire briser sa voiture. Hadrien fit le reste du chemin à pied et devança même le coursier qu'on avait dépêché. C'est donc après le retour de Trajan à Rome qu'il débute véritablement son cursus honorum, puisqu'il a fini son service militaire vers l'an 101 et il arrive en tant que questeur. Chargé de prononcer les discours de l'empereur devant le Sénat, il est moqué pour son accent campagnard. Moqué pour son accent, Hadrien se remet à l'étude pour se rectifier et il continue à gravir les échelons et il cumule les charges lui permettant de comprendre tous les rouages de pouvoir romain. En 105, il est tribun de la plèbe, en 106, il est préteur, et en 107, il est de l'expédition de Trajan contre les Daces, cette fois en tant que légat de Légion. À cette occasion, les rumeurs prétendent qu'il aurait reçu un diamant de la part de l'empereur, signe qu'il aurait été désigné comme successeur. Cette histoire, tout comme les dates rapprochées de ses charges, est sujette à controverse. Quoi qu'il en soit, ses bons et loyaux services dans les campagnes daciques de Trajan lui ouvrent la voie vers le gouvernement de la province en tant que légat d'Auguste propriétaire de Pannonie inférieure. En plus de réorganiser et d'asseoir le contrôle du pouvoir impérial sur la région, il résiste avec succès aux invasions suèves et sarmates. Tous ces bons et loyaux services le conduisent au consulat suffect pour l'année 108. À une date inconnue, peut-être l'an 100, il épouse Vibia Sabina, petite fille de Matidia Maior, la sœur de Trajan. En 112-113, il accepte la citoyenneté athénienne et est élu archonte d'Athènes, une distinction devenue honorifique, et à cette occasion est dressée une statue dont les archéologues ont retrouvé le socle portant l'inscription nous permettant de confirmer son cursus honorum. À Publius Aelius Hadrianus, fils de Publius, de la tribu Sergia. Consul, membre des Septemviri Epulones, membre du collège des Augustales, légat propriétaire de l'empereur Nerva Trajan César Auguste, germanique dacique en Pannonie inférieure, prêteur et en même temps légat de la Légion 1 Minervia Pias Fidelis durant la guerre dacique. De même, tribun de la plèbe, questeur de l'empereur Trajan et compagnon de l'expédition dacique. Décoré de distinctions militaires par celui-ci, tribun militaire 2 fois de la Légion 2 Adiutrix Pia Fidelis, puis de la Légion 5 Macedonia, puis de la Légion 22 Primigenia Pia Fidelis, servir de la tourma des chevaliers romains, préfet des Féries latines, membre du collège des Quindecemviri Stilitibus Iucandis, le conseil de l'aéropage, le conseil des 600 et le peuple d'Athènes honorent leur archonte Hadrien. Un titre honorifique pour célébrer le goût d'Hadrien pour la culture grecque, mais aussi un moyen de plaire à Trajan, ou le signe avant-coureur que les Athéniens le considèrent comme le prochain empereur. L'histoire d'Hadrien et d'Athènes ne fait en réalité que débuter. Quoi qu'il en soit, en 114 débute la longue, glorieuse, mais douloureuse campagne de Trajan contre les Parthes, et Hadrien est encore une fois de l'affaire.
l'histoire Auguste nous raconte. Il jouit aussi de la faveur de Plotine, qui le fit désigner lieutenant de l'empereur dans l'expédition contre les Parthes. À cette époque, Adrien avait pour amis, dans l'ordre des sénateurs, Sosius Papius et Plétorius Népos, et parmi les chevaliers, Assianus, jadis son tuteur, et Livianus Turbo. Les chances de son adoption s'accrurent lorsque Palma et Celsus, qui avaient toujours été ses ennemis et que plus tard il persécuta lui-même, furent soupçonnés de projets ambitieux et tombèrent en disgrâce. Il fut une seconde fois nommé consul par le crédit de Plotine, et dès lors il ne douta plus de son élévation prochaine. Le 9 du mois d'août, tandis qu'il était lieutenant de l'empereur en Syrie, il reçut des lettres qui lui annonçaient son adoption, et il voulut que ce jour fût désormais célébré comme l'anniversaire de son entrée dans la famille impériale. Car oui, Trajan meurt pendant sa campagne sur le chemin du retour, et ce n'est pas l'Optimus Princeps qui va rentrer à Rome, mais bien Adrien. Cassius Dion nous raconte. Il eut l'administration de la Syrie dans la guerre contre les Parthes. Néanmoins, il ne reçut aucun honneur particulier. Il ne fut même pas consul dans les premiers jours de l'année. Mais Trajan, étant mort sans enfant, Assianus, citoyen du même municipe et son tuteur, ainsi que Plotine qui l'aimait, le nommèrent César et empereur, parce qu'il n'était pas loin et qu'il commandait une grande armée. Approprianus, mon père, qui fut gouverneur de la Cilicie, était très bien informé des affaires d'Adrien, et il m'en a raconté tout le détail, et entre autres choses, que la mort de Trajan fut tenue cachée pendant plusieurs jours, afin que la nouvelle de l'adoption se répandît auparavant dans le public. Une preuve de cette fraude, c'est que la lettre écrite au Sénat sur ce sujet fut signée non de Trajan, mais de Plotine, chose qu'elle n'avait pas fait en autre cas. Une chose est certaine, à la mort de Trajan, dont je vous raconte le récit dans le dernier épisode de la saison 2 de Caput Mundi, Adrien est l'une des personnalités les plus influentes de l'Empire. La guerre contre les Parthes, bien que moins glorieuse que ne pourraient le laisser penser les sources et les titres accordés d'Optimus et de Particus donnés par le Sénat de Rome à Trajan, font du gouverneur de Syrie qu'est Adrien l'homme avec l'armée la plus puissante de l'Empire. La question à laquelle nous ne pouvons pas répondre est: Trajan a-t-il adopté Adrien ? Les sources sont plutôt de l'avis d'un complot impliquant Plotine, l'épouse de Trajan, et la popularité dont Adrien jouissait auprès d'elle. Rappelons avant toute chose qu'une adoption, même à ce moment de l'histoire, ne fait pas d'Adrien l'héritier de l'Empire. Cependant, c'est un avantage certain dans sa popularité. Nous allons voir que l'adoption n'est pas la seule ombre au tableau, un début de règne mouvementé après la mort de l'Optimus Princeps. Est-ce que Trajan a vraiment envisagé Adrien comme un digne successeur ? Quoi qu'il en soit, Trajan n'a pas d'intérêt immédiat à cette nomination. Le secret faisant, nos sources nous indiquent que c'est Plotine et non Trajan qui aurait signé le document crucial. Peut-être avec l'aval de son mari déjà occupé aux affaires de la guerre. Peut-être d'elle-même dans un jeu d'alliance et de sauvegarde de sa famille. Quoi qu'il en soit, le choix du gouverneur de Syrie n'a rien de particulièrement surprenant, mais la rapidité des actions l'est un peu plus pour les contemporains. Adrien apprend la mort de son tuteur le 11 août 117, il est à Antioche. Certains pensent à un acte posthume de Trajan, un arrangement de l'histoire. En vérité, que Trajan ait oui ou non décidé de l'adoption d'Adrien, certaines sources archéologiques comme un monnayage ayant commencé avant la mort de l'empereur Trajan nous montrent que l'action était bel et bien préparée. C'est l'un des mystères dont il ne faut pas majorer l'importance, qui sème le trouble sur l'accession au trône d'Adrien. Mais comme l'écrit l'historien Joël Le Gall, si Trajan n'avait pas adopté Adrien solennellement ni par testament, sa volonté n'était cependant pas douteuse, car il avait préparé cet avènement de longue date en faisant parcourir à son parent une carrière exceptionnelle. La marche impériale est chamboulée au milieu de l'été 117. L'empereur est mort loin de Rome, son successeur est à Antioche, et là, en Syrie, l'une des plus grandes armées de l'Empire le proclame imperator. Un rituel depuis Tibère, pas forcément de bon augure, qui doit en théorie se superposer à la décision du Sénat. Nous avions vu avec l'année des 4 empereurs, courant en 68-69, de la mort de Néron à la prise de pouvoir de Vespasien, qui lui aussi, en Judée cette fois, est à la tête d'une des plus grandes armées de l'Empire, que le poids de l'armée dans la nomination des empereurs était de plus en plus crucial. Adrien est proclamé dans la foulée de l'annonce de la mort de Trajan.
acte nécessaire, il ne peut pas se passer d'une acclamation. Mais l'éloignement avec Rome est problématique. L'aval du Sénat était en théorie indispensable. Dans un premier temps, c'est Plotine, la veuve impériale, qui envoie au Sénat une lettre expliquant l'adoption d'Adrien. Puis c'est au tour de l'élu d'écrire au Sénat, cette fois pour présenter ses excuses de ne pas avoir pu demander la permission au Sénat, eu égard de l'éloignement. Il rappelle à cette occasion qu'il ne saurait endosser des honneurs sans l'accord de l'Assemblée. Ces missives sont reçues froidement par les sénateurs. C'est dire que la communication est délicate. Futur consul pour l'année 118, Adrien reste d'abord à Antioche et prend ses premières décisions que nous détaillerons plus loin. Pendant que les restes de Trajan sont emportés vers Rome, où le préfet du prétoire Assianus défend les intérêts du nouveau prince. Peut-être les défend-il avec un peu trop de zèle. C'est le point de départ d'un événement politique qui va faire une tache indélébile sur la page du règne d'Adrien. L'affaire des 4 consulaires. Parce que Rome ne s'est pas faite en un jour, et pas toute seule, Adrien, bien que favori de l'histoire, n'était pas le seul capax imperi. Parmi eux, des hommes qui ont contribué à la gloire des conquêtes de Trajan et dont l'influence aurait pu court-circuiter le projet d'Adrien. Parmi les grands noms de l'Empire, l'histoire en retient 4. Cornelius Palma, sénateur 2 fois consul, avait été gouverneur de Syrie et l'un des principaux responsables de l'annexion de l'Arabie nabatéenne. Lucius Publius Celsus, 2 fois consul également, et acteur des guerres daciques cette fois. Lucius Quietus, général et chef de cavalerie pendant les guerres daciques, il laisse lui aussi son souvenir en Orient en réprimant une révolte juive pendant son gouvernorat de Judée. Enfin, Caius Nigrinus, fidèle de Trajan et gouverneur de Dacie, consul suffect en 110. Cassius Dion nous explique. Adrien, lorsqu'il fut proclamé empereur, était à Antioche, métropole de la Syrie, dont il était gouverneur. Le jour précédent, il eut un songe où il crut voir le feu du ciel, par un temps parfaitement pur et calme, lui tomber sur le côté gauche du cou et passer ensuite sur le côté droit, sans lui causer ni froid ni mal. Adrien écrivit au Sénat pour prier ce corps de lui confirmer l'Empire, protestant qu'il ne voulait ni en ce moment ni dans un autre qu'on ne lui décernât aucun honneur, comme c'était auparavant la coutume qu'il ne l'eût demandé. Bien que le gouvernement d'Adrien fût humain, il ne laissa pas d'être décrié par les meurtres de quelques hommes distingués, meurtres commis au commencement de son règne. Ceux qui furent tués au commencement sont Palma, Celsus, Nigrinus et Lucius. Ceux-ci, soi-disant pour avoir voulu attenter à ses jours dans une chasse. L'histoire auguste est plus élusive. Il eut le bonheur d'échapper à une conspiration qui devait éclater pendant un sacrifice et que Nigrinus, destiné par Adrien lui-même à être son successeur, avait tramé avec Lucius et beaucoup d'autres mécontents. Palma fut mis à mort à Terracine, Celsus à Bayès et Nigrinus à Faventia. Lucius, pendant qu'il était en route, tous par l'ordre du Sénat et contre la volonté d'Adrien, comme il le dit lui-même dans ses mémoires. Voulant détruire au plus tôt la mauvaise opinion qu'on avait conçue de lui, parce qu'il avait permis de faire mourir à la fois 4 consulaires, il se hâta de venir à Rome après avoir confié à Turbon la Dacie, avec le titre de préfet d'Égypte, afin de lui donner plus d'autorité. Alors que Cassius Dion nous précise même les conséquences de cette affaire. Il ne laissa pas d'être décrié par les meurtres de quelques hommes distingués, meurtres commis au commencement de son règne et sur la fin de sa vie. Peu s'en fallut même que ces actions ne l'empêchassent d'être divinisé. L'auteur de l'histoire auguste semble penser à un véritable complot. Adrien, en effet, a dû, et à juste titre rappelé par Cassius Dion, toute sa vie démentir sa responsabilité dans cette affaire.
à quel point les faits reprochés sont graves pour Adrien. Dans un premier temps, aucune preuve de ce complot, probablement 4 complots d'ailleurs, il est difficile d'établir même que les 4 aient pu agir de concert, ne nous est parvenue. Nous pourrions donc penser que le complot a été arrêté bien avant qu'il ne puisse avoir des conséquences. Cependant, il est aussi difficile de penser à une implication décisive du nouveau prince. Des exécutions sans preuve ne suffisent pas totalement à entacher la mémoire d'Adrien. Ces exécutions sont légales dans un premier temps, car ordonnées par le Sénat. Ce qui est plus grave, c'est le statut social des condamnés, des consulaires, c'est-à-dire des hommes ayant dans leur carrière atteint la magistrature suprême de consul. Des hommes importants, pratiquement intouchables et difficiles à condamner à mort. Je le rappelle, on n'exécute pas un citoyen romain. À l'âge concret du temps de la République, où le citoyen peut faire appel au peuple, il est moins vrai sous le Principat, mais pas impossible. Le citoyen ne fait plus appel au peuple, mais au prince, chose qui fut donc impossible ici pour nos 4 consulaires, dont l'exécution est évidemment politique. Ce qui doit surprendre, ce n'est pas l'affront qui a été fait, mais le risque pris de le faire au sortir du règne de l'Optimus Princeps. Adrien ou ses proches ont pris le risque de ternir sa réputation auprès de la curie et du peuple. Le principal responsable, qui tombe d'ailleurs en disgrâce, est le préfet du prétoire Asinius. Il n'est pas exclu qu'Adrien ait voulu faire tomber des personnalités trop importantes, qu'il se soit reposé sur le préfet du prétoire pour ce travail ingrat et qu'Asinius ait obtenu une condamnation en bonne et due forme et que suite à cela, il fut jugé trop influent et encombrant par l'empereur qui fit à son tour tomber en disgrâce son ancien tuteur. Le règne d'Adrien peut maintenant commencer. Merci à toutes et à tous pour votre écoute de cet épisode de Caput Mundi, la première partie du règne d'Adrien. Les parties 2 et 3 arrivent dans quelques semaines. J'espère qu'elles vous plairont. Merci pour votre fidélité et tous les messages que vous m'avez envoyés pendant cette année où Caput Mundi n'a pas pu sortir d'épisode. La saison 3 est maintenant officiellement lancée. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à Adrien et à ses méthodes de gouvernement et notamment ses voyages, puis nous parlerons un peu plus tard dans la 3e partie de son œuvre en général, son œuvre politique, artistique et de son amour pour la Grèce antique et pour Rome. Je vous dis donc à très très bientôt dans Caput Mundi.